on gère plus de 2000 milliards d'euros. La plus grande société de gestion d'actifs en Europe. L'ETF, c'est un produit qui est super démocratique. Marché en Europe, cette année, la croissance est de près de 25% en encours. Donc on est vraiment sur le format qui plaît le plus parce qu'il est liquide, simple et transparent, tout simplement. On a déjà eu des crises. Et des graves crises. Pas des petites crises. L'ETF n'a pas fait partie du problème. Il a fait partie de la solution, en fait. Il y a 13 000 ETF dans le monde, donc tu peux acheter des secteurs, des styles, l'indice Q pondéré. Qu'est-ce qui se passe si la société de gestion, que ce soit Amundi ou un autre, fait faillite? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets d'investisseurs, l'émission où on décrypte les stratégies gagnantes pour bien investir, pour bien faire fructifier son épargne et aussi pour bien gérer son patrimoine. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet que je parle beaucoup, que j'aime beaucoup, les ETF, et surtout les risques des ETF, la liquidité. Qu'est-ce qui se passe si un émetteur d'ETF fait faillite? La réplication synthétique, le fait que les ETF peuvent prendre trop de poids, peut-être, dans la capitalisation. Et qui de mieux pour parler d'ETF que Amundi ETF, et représenté aujourd'hui par Vincent Denoiseux. Tu es responsable stratégie d'investissement chez Amundi ETF. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu, merci de me recevoir. Merci de venir sur la chaîne S'investir. Est-ce que tu peux te présenter aussi ton parcours et peut-être Amundi ETF aussi? Bien sûr. Moi, je m'appelle donc Vincent Denoiseux. Je suis responsable de la stratégie d'investissement chez Amundi ETF Index et Smart Beta. Plus simplement, c'est la business line qui s'occupe des ETF, qui est l'émetteur d'ETF d'Amundi. Mon parcours en quelques mots, moi je suis un ingénieur, j'ai fait une école d'ingénieur en France, en mathématiques appliquées. Voilà. Quelle école, pardon? J'étais à Centrale Paris. Centrale Paris. Les 10 premières années de ma carrière, je les ai en fait passées comme quant. Un quant dans les marchés financiers, c'est ce qu'on appelle souvent un ingénieur quantitatif. Mon métier, c'était de faire des maths, pour faire simple. Et j'ai fait des maths dans le domaine de la construction de stratégies de portefeuille, construction de portefeuille en général, structuration de dérivés. Donc beaucoup de maths, beaucoup de chiffres, mais avec un objectif qui était d'aider nos investisseurs, typiquement des clients professionnels en Europe ou en Asie, à construire leur portefeuille, optimiser les risques, optimiser les rendements, réduire le risque, etc. Donc ça, c'est les 10 premières années de ma carrière. Et ce qui va probablement t'intéresser un peu plus, j'ai passé les 10 dernières années de ma carrière jusqu'à présent dans le domaine des ETF, avec plusieurs directions. Comme tu le sais, les ETF investissent dans des indices, donc j'ai regardé les indices, j'en ai construit. J'ai construit des ETF où j'ai construit des portefeuilles où on assemble ces ETF ensemble. Donc, pour ainsi dire, j'ai fait pas mal de choses dans le domaine des ETF. Je suis un vrai passionné par cette matière. Et enfin, quelques mots sur Amundi. Amundi, comme tu le sais, on gère plus de 2000 milliards d'euros. On a la plus grande société de gestion d'actifs en Europe. Dans les 2000 milliards, on a environ 400 milliards qui sont de la gestion dite indicielle. Et dans ces 400 milliards d'euros sous gestion, on a également 250 milliards d'euros de gestion sous format ETF. Donc ça couvre 300 ETF et je suis certain que tu as des questions sur nos ETF. Voilà. Très clair. Quand tu disais que tu faisais des portefeuilles d'ETF, c'était pour des mandats de gestion? C'était pour Voilà, on a travaillé... Il y a plusieurs dénominations dans le métier de gestion, en fait. Est-ce que tu crées un portefeuille? Est-ce que tu es un advisor? Est-ce que tu es un gérant? Moi, mon métier n'est pas de conseiller des clients, c'est de fournir en général un service, fournir des données ou des choses comme ça. D'accord. Donc, j'ai fait ça précédemment. Là, actuellement, mon métier chez Amundi, c'est essentiellement de regarder les marchés financiers, de regarder comment ils évoluent, de voir quelles sont nos vues chez Amundi sur ces marchés, quel marché pourrait être trop cher, trop de volatilité, des choses comme ça. Donc, comment on se situe par rapport au marché, quelle est notre vision des marchés? Et de fait, on a 300 ETF, du MSCI World jusqu'au secteur des financières. Qu'est-ce qui va avoir du sens et qu'est-ce qui pourrait intéresser nos clients dans notre gamme d'ETF? Donc, c'est faire ce lien en fait entre les produits, les marchés et nos clients. Très clair. Du coup, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore les ETF, est-ce que tu peux donner ta définition? Qu'est-ce qu'un ETF finalement? Il faut toujours revenir à la définition en effet. Donc, un ETF, c'est un acronyme anglais qui veut dire Exchange Traded Fund. Le mot le plus important dans ce que je viens de dire, c'est fund. Si on renverse, il faut toujours renverser les mots en anglais pour obtenir la traduction. Donc en fait, ça veut dire fonds négociés en bourse. Un fonds, c'est quoi? C'est une société qui est indépendante, qui vise à acheter des titres, par exemple, et qui va les gérer selon une certaine procédure qui va être décrite dans ce qu'on appelle un prospectus. Dans le cadre des ETF, je suis sûr que tu auras des questions là-dessus, l'essentiel du marché en Europe, et donc de fait en France, est axé sur des ETF qui sont dits indiciels. Donc à ce moment-là, le métier du gérant de fonds, ça va être de répliquer un indice.
typiquement en achetant les titres. Et je pense que tu auras des questions également. Donc, un ETF, c'est essentiellement un produit d'investissement qui va viser à répliquer un indice, par exemple le CAC 40, et que tu pourras acheter directement sur un marché financier. Donc essentiellement, ça a à peu près le format d'un point de vue trading comme une action, comme un titre classique. Et l'intérêt, en fait, tout l'intérêt de l'ETF, c'est qu'il réplique un indice entier. Donc pour donner un ordre de grandeur, si on prend un indice que peut-être les auditeurs ne connaissent pas, c'est le MSCI All Country World. All Country World, ça veut dire marché développé et marché émergent. Donc on parle de plus de 40 pays. Bon, avec un ETF, tu peux essentiellement avoir un portefeuille diversifié, plus de 3000 titres, directement, plus ou moins en un clic. Ça dépendra par quel provider ou quel broker en ligne tu passes. Mais globalement, c'est aussi simple à acheter qu'une action, mais au travers d'une souscription, tu seras exposé à un nombre très large de titres, donc de manière très diversifiée. Donc tu parlais du MSCI ACWI, c'est ça, All Country World? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tu disais que vous aviez 250 milliards sur des ETF indiciels. Les 150 milliards, c'est des fonds indiciels. Donc ça, c'est des fonds qui ne vont pas être cotés, c'est ça? Alors, c'est l'activité d'un gérant d'actifs qui fait de la réplication indicielle. En réalité, on a des clients qui sont très divers. On aura des clients qui seront des clients particuliers. Et en général, le format ETF, on en parlera, voilà, je suis convaincu. Ça représente combien de parts de marché, le particulier versus... Alors, je n'ai pas le chiffre exact, parce qu'il est dur à connaître. Puisqu'en fait, nous, on lance des ETF, et ils sont achetés, et on ne reçoit pas les bons de souscription. De chacun de nos clients, on l'estime de manière générale à peu près 20%. Mais c'est un chiffre qui va varier selon le pays, qui va varier chaque année, et c'est très dur de savoir où on se situe exactement. Ce qui est certain... et ta chaîne en est un exemple très concret. On a une démocratisation très forte des ETF. Moi, pourquoi j'aime les ETF, tu vois, je pense que c'est une question qui peut intéresser tes auditeurs. L'ETF, c'est un produit qui est super démocratique. En réalité, l'ETF, on le met sur notre étagère et des clients, des fonds souverains, des asset managers ou des particuliers auront essentiellement accès au même ETF. Ce qu'on constate, c'est qu'on a des clients qui savent très précisément ce qu'ils veulent. Il y a des clients qui ne sont pas intéressés par le fait de pouvoir acheter le titre en bourse. Donc, ils veulent en fait un fonds, comme tu disais tout à l'heure, un fonds indiciel. Et on a des clients qui viennent nous voir et nous disent « Je veux tel indice, d'ailleurs, votre indice ne me plaît pas, on va le modifier. Je vais appeler MSCI ou je vais appeler... » Donc, il faut être très gros pour faire ce type d'opération-là, où en fait, le client sait presque mieux que nous ce dont il a envie, ce dont il a besoin pour son portefeuille. Il va aller voir le fournisseur d'indices et créer en fait ce qu'on appelle un mandat de gestion en fait. Donc on aura le même rôle, donc on va répliquer l'indice. Il se fait que l'enveloppe sera pas la même exactement qu'un ETF. Ce qu'il faut retenir, c'est que on fournit de la gestion indicielle, qui est un service, le service de répliquer un indice, sous de très nombreux formats. Le format qui est le plus connu, le plus en vogue et en plus forte croissance, c'est les ETF. Pour donner un exemple, le marché en Europe, cette année, la croissance est de près de 25% en encours. Donc, on est vraiment sur le format qui plaît le plus parce qu'il est liquide, simple et transparent, tout simplement. Quand un investisseur achète une part d'ETF, de quoi est-ce qu'il est propriétaire réellement? Un ETF, toujours revenir à la définition, je vais le dire plusieurs fois, un ETF, c'est avant tout, c'est un fonds. Ouais. Donc, un fonds, c'est quoi? C'est essentiellement une société d'investissement indépendante qui va nous transférer, en fait, dont on va être le gérant d'actifs. Donc, on a ce rôle-là au sein de la société. Et donc, quand tu vas investir, quand tu vas faire passer un ordre en bourse pour acheter un ETF, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir actionnaire de cette société, elle-même indépendante de l'actionnaire, indépendante de ceux qui l'achètent et indépendante du gérant d'actifs. Et ça, c'est très important. Donc, cette société, au moment où l'investisseur va acheter un titre, il va devenir actionnaire. Donc, il va posséder un prorata sur la taille de l'entreprise. Donc, si tu achètes des millions, tu auras peut-être une part importante de l'ETF. Et donc, c'est un prorata. Et donc, ce qui va se passer, c'est que par cet acte, au moment où tu vas passer ton ordre en bourse, en réalité, on va recevoir cette souscription. Ça va passer par un broker, etc. On va retrouver cette souscription en fin de journée. Voilà, on va lui dire, tiens, en fait, il faut acheter 10 000 € de CAC 40. Là, ce qui va se passer à ce moment-là, toi, tu deviendras actionnaire de cette entreprise. Et au même moment, notre métier par rapport à toi va commencer. C'est qu'on va devoir répliquer un peu plus de CAC 40 ou de MSCI World ou ACWI, comme tu disais, le ACWI, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, notre métier,
par rapport à toi, va commencer dès ce soir, typiquement, et on va devoir gérer le portefeuille. Donc, on va acheter un peu plus de titres que ce qu'on avait la veille. Et donc, notre métier, ça va être d'une part... Alors, bon, je ne sais pas à quel point ton auditoire est au courant de la corporate finance en tant que telle. Bon, une entreprise, ça a un actif et un passif. Et quand tu achètes les parts d'une entreprise, il y a une part qui est dite au passif, c'est-à-dire que l'actionnariat va être au passif. Notre actif, c'est tout simplement, typiquement, les titres du fonds dans lesquels on va investir. Et c'est pas autre chose que les titres qui appartiennent à l'indice. Donc, dès que tu souscris, tu deviens actionnaire, on achète les titres. Et ensuite, le travail de l'ombre, pour nous, commence, qui va être de répliquer l'indice. Ce qu'on dit réplication indicielle, parfois on appelle ça la gestion passive. Moi, j'aime pas du tout ce terme de gestion passive, et je pense que tu comprends pourquoi. On appelle ça la gestion indicielle. Et donc, c'est un métier qui est complexe, parce qu'il y a beaucoup de données, en fait. On a beaucoup d'indices à gérer. Il y a des opérations sur titre, il y a des entreprises qui s'achètent entre elles. Il y a des fusions-acquisitions. Et donc, il y a tout un métier qui est extrêmement précis, minutieux, et qu'on fait à l'échelle industrielle, qui va être de répliquer l'indice. Donc, de suivre les nouvelles compositions, de suivre les changements entre titres, de manière à ce que toi, investisseur, tu as juste en fait passé un ordre. Nous, dans l'ombre, notre métier, ça va être de faire en sorte que, à la fin de l'année, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, quand tu vas prendre ta retraite, tu auras eu la performance la plus fine et la plus fidèle possible de ton ETF par rapport à l'indice que tu voulais acheter. Je pense qu'on dit gestion passive, surtout du point de vue de l'investisseur, parce que lui, finalement, on n'a plus rien à faire. Mais effectivement, ça peut être beaucoup de travail pour vous derrière. Exactement. Et du coup, juste pour bien comprendre, un ETF, c'est une société. Donc, pour chaque ETF, il y a une société en face. Il y a un ETF, des fois, qui a plusieurs compartiments. Oui. C'est la même société, mais avec plusieurs compartiments à l'intérieur, c'est ça? Alors, c'est plus technique comme question. Ce qu'il faut retenir, c'est que les juridictions ne sont pas les mêmes, en fait. Donc, le droit français n'est pas exactement le droit luxembourgeois, n'est pas exactement le droit irlandais. Notre métier, c'est de s'occuper de ça. Okay. Concrètement, en général, une SICAV au Luxembourg, par exemple, on appelle souvent ça des SICAV à compartiment. Okay. Bon, le fonds, c'est parfois le compartiment d'une SICAV. Si on rentre dans ce niveau de détail, ce qu'il faut absolument rappeler, c'est que on ne fait ça que quand on a la garantie que les compartiments sont des sociétés indépendantes, en fait. C'est-à-dire qu'en général, c'est une grande société qui a elle-même des compartiments. Mais si on utilise ce format-là, ce qu'il faut garder en tête, c'est que d'un point de vue juridique, les compartiments seront considérés comme des sociétés pleines et entières par ségrégation, ce qu'on appelle la ségrégation des actifs. Ce qui appartient à A n'appartient pas à B, et ce qui appartient à B n'appartient pas à A. Okay. Et donc, il y a toute une forme de jargon en fait réglementaire et juridique qui est extrêmement complexe. Et donc, nous, on a des équipes dédiées. Chez Amundi, on gère plus de 2000 milliards, comme j'ai dit tout à l'heure. On a une équipe juridique qui va s'occuper très précisément d'être certaine d'une part de respecter la loi, mais ça va de soi, mais surtout de faire en sorte que l'investisseur, une fois encore, ce que tu voulais, c'était juste acheter un tracker CAC 40, un ETF CAC 40, et cet ETF CAC 40 sera protégé en tant que tel, va répliquer l'indice au mieux et sera protégé dans le temps. Ok, d'accord, très, très clair. Du coup, donc on a ce fonds qui est une société. Les investisseurs, les actionnaires finalement de cette société sont les investisseurs. Et il y a la société de gestion qui va gérer pour le compte des investisseurs ce portefeuille à l'intérieur. Exactement. Qu'est-ce qui se passe si la société de gestion, que ce soit Amundi ou un autre, fait faillite ou ne veut plus gérer ce portefeuille, n'est plus là, ou s'il se passe une difficulté sur le gestionnaire? C'est une question difficile que tu me poses. Concrètement, toujours revenir à la définition. Un ETF, c'est un fonds. On est dans le droit européen, les investisseurs sont en France pour la plupart. On est en Europe. Il y a une réglementation qui s'impose à l'ensemble des fonds qui sont accessibles aux particuliers. Ça s'appelle la réglementation UCITS, UCITS. C'est marqué à peu près sur tout l'ensemble des noms de nos fonds. Tu peux pas la louper. Concrètement, dès qu'on fait un fonds qu'on met à disposition des particuliers notamment, c'est a priori forcément un fonds UCITS. Donc nos ETF sont avant tout des fonds UCITS. Bon, si on rentre dans la réglementation UCITS, en réalité, il y a plusieurs rôles. L'ETF en tant que tel est une société. Il a donc une société, c'est un actif, entre guillemets, qui est défendu par la société. C'est-à-dire que c'est l'actif de la société. Nous, Amundi ETF, on est
la société de gestion dont l'objectif et l'obligation en tant que telle, c'est de gérer l'actif du fonds. Il y a d'autres personnes, en fait, qui sont en charge de ce fonds. Il y a ce qu'on appelle le dépositaire. Le dépositaire, son métier, c'est d'être certain que si j'ai acheté des titres du CAC 40, ils sont bien dans le portefeuille du fonds. Et qu'il y a bien un registre, quelque part, qui indique que le fonds Amundi ETF CAC 40, je ne sais pas si c'est exactement le nom exact de notre ETF, mais en tant que tel... CAC 40 UCITS. Voilà, c'est exactement UCITS. En tant que tel, possède bien les titres. Et ça, c'est vérifié littéralement en temps réel. D'accord ? Donc ça, c'est le dépositaire. Après, on a l'administrateur. Son métier, c'est de vérifier que la valorisation qu'on va publier, parce que c'est un fonds, donc il y a une valorisation, tu peux l'acheter en bourse, mais il se fait que notre métier, c'est également de le valoriser. Et ben, on a un administrateur indépendant qui va valoriser les titres du portefeuille. Pourquoi je te dis tout ça ? C'est pour qu'on ait bien tous en tête qu'en réalité, c'est pas Amundi ETF dans son coin qui va acheter des titres et les mettre dans un portefeuille. C'est en fait une société indépendante qui achète des titres qui sont détenus par un dépositaire, qui sont valorisés par un administrateur. Et on a également des auditeurs qui viennent régulièrement nous voir pour s'assurer que l'ensemble de cette chaîne de traitement est correcte, est bien faite et qu'on a minimisé les risques à chacune des étapes. Pourquoi je te dis tout ça ? C'est que maintenant, on va prendre le cas de la faillite d'un émetteur d'ETF. La faillite d'une société de gestion. Et ça, c'est très important. Les mots, là, pour le coup, sont très importants, pris indépendamment. Faillite d'une société de gestion. Qu'est-ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure ? Les titres appartiennent à une entreprise indépendante qui est l'ETF. Si la société de gestion fait faillite, j'ai envie de te dire, pour le portefeuille, il ne se passe rien du tout. Et c'est ça la beauté de l'opération, c'est qu'en réalité, le portefeuille est rigoureusement indépendant de la société de gestion. Ce qui va se passer potentiellement, même de manière certaine, déjà, c'est un acte qui n'arrive pas très souvent, une faillite de société de gestion. À ma connaissance en France, je n'ai pas d'exemple récent en tête. Donc, admettons que dans le cas très improbable d'une faillite d'une société de gestion, on a un ETF, par exemple, sur la dette d'État, la dette obligataire, on est sur la dette en euros. Donc la dette, il y a un peu d'Allemagne, il y a de la France, il y a de l'Italie, etc. Supposons dans ta question, parce que ta question, encore une fois, elle est complexe, que on a une faillite d'une société de gestion, on va supposer qu'il n'y ait pas eu de défaut sur la dette gouvernementale. Comme ça te fera un bon exemple pour tes auditeurs. Ce qui va se passer, c'est entre guillemets à peu près rien. Donc, la société de gestion va faire défaut. La dette gouvernementale, elle reste dans le fond. Elle est indépendante, elle est valorisée et vérifiée par des dépositaires et des administrateurs. J'ai envie de dire, c'est finalement un petit peu comme si tu t'arrêtais sur un parking avec ta voiture et que tu voulais changer de conducteur. Voilà, on s'arrête. Alors, le portefeuille ne s'arrête pas. Les marchés, j'imagine que s'il y a un défaut, les marchés ils seront volatiles. Mais mon point, c'est que en tant que tel, l'indice de la dette gouvernementale, hier, il n'aura probablement pas beaucoup changé de demain. Donc, les titres restent dans le portefeuille. La vraie question qui va se poser, c'est une question sérieuse, c'est qui remplace sa société de gestion. Et donc là, il y a plein de procédures qui se mettent en place. Il y aura des conseillers juridiques, il y aura l'AMF qui va regarder tout ça. Je n'ai pas le détail exact de la séquence, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est plus un risque pour l'investisseur de perdre ce qu'il a dans le portefeuille. C'est plutôt le risque de comment va être géré le portefeuille après. Et c'est très encadré, c'est très transparent. Et donc l'objectif, ça va être de transférer la gestion de ces actifs à une autre société. J'espère que j'ai été clair. C'est très clair. Ouais. Et je pense que du coup, si l'ETF cote toujours, l'investisseur, s'il est au courant de ça, il peut toujours récupérer son investissement et aller placer sur un autre émetteur en suivant le même indice. Exactement. Et soyons clairs, c'est un événement qui est extrêmement peu probable. Voilà, il faut quand même le rappeler, même si c'est un risque qui peut exister. C'est un événement qui est extrêmement peu probable et en général qui n'arrive pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer qu'une société aille bien aujourd'hui et que demain, il y a un risque qu'il y ait une faillite. Donc en général, il y a du bruit sur les marchés. Et donc de fait, j'ai envie de penser que tes investisseurs auront eu de nombreuses fois l'opportunité de sortir de leur ETF et de reprendre leur position, tout simplement. Très clair. Et une autre question du coup, et je pense, là ça, par contre c'est des choses qui arrivent, c'est qu'est-ce qui se passe si l'émetteur d'un ETF décide de liquider cet ETF, de le fermer, de le clôturer? Comment ça se passe aussi du point de vue de l'investisseur? Alors oui, ça arrive. C'est une très bonne question. Ça peut être intéressant de se demander en fait pourquoi un émetteur peut se trouver dans le besoin entre guillemets de fermer un ETF.
Le format ETF, c'est un format qui plaît beaucoup à nos clients. Je parlais tout à l'heure d'une croissance de 25%. Nous, on est un fournisseur d'ETF. Donc, on bénéficie de cette croissance, on en est ravis. Et voilà, j'ai envie de dire, la croissance ne se dément pas d'une année sur l'autre. On a parfois des idées, des thèmes d'investissement qui semblent extrêmement porteurs parce qu'on a des clients. Moi, j'ai la chance de voyager beaucoup et de voir de très nombreux clients en Europe. Donc, on a souvent des clients qui nous disent « Tu sais, Vincent, ça vaudrait le coup de lancer un produit sur cette thématique ou sur ce secteur. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de X, j'ai besoin de Y. » A priori, si tant est que cette thématique corresponde à ce qu'on a envie de lancer, à notre vision, entre guillemets, notre vision du monde en tant que tel, en général, si on voit un intérêt de business, un intérêt client, on a envie de suivre l'intérêt de ses clients. Donc, mon point ici, c'est que quand il y a un intérêt client, on est très souvent là. En général. Ce qui arrive parfois, c'est que cet intérêt client, non pas disparaisse, mais devienne plus ténu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je parlais tout à l'heure de l'ETF qui est une société indépendante. Une société indépendante, ça a des frais fixes, ça a des coûts fixes. Et si la taille du fonds devient trop petite, les coûts fixes, je pense que c'est des mathématiques assez simples, mais les coûts fixes, ils vont représenter une part trop importante des actifs du fonds. Il y a ce point-là, et il y a un deuxième point qui est quand le fonds devient vraiment très petit et situé sur un actif qui est complexe à répliquer, en fait, on peut trouver nous-mêmes que ça devient non pas financièrement pour nous non viable, c'est ce qui peut arriver, c'est la logique du métier, donc de faire attention à ce que nos produits soient viables économiquement parlant, mais parfois même d'un point de vue simplement réplication, ça devient trop complexe à gérer parce qu'on n'a plus la taille suffisante. Donc à ce moment-là, j'ai envie de dire, il y a 2 points. C'est la communication. Donc, en général, on a la procédure pour fermer un fonds, elle est extrêmement claire, elle est très codifiée, notamment par le régulateur. On parle encore une fois de fonds qui sont dits UCITS. Donc, il y a un aspect de transparence et on va prévenir les porteurs largement en amont de cet événement. Et ensuite, d'un point de vue très concret, comment ça peut se passer ? Il y a tous les cas sont dans la nature, mais le cas le plus fréquent, c'est tout simplement qu'on va proposer aux clients de les rembourser à la valeur liquidative, soit de sortie. Alors, il y a différents points juridiques, mais globalement, en général, le porteur a la capacité de sortir facilement. Et sinon, en général, on lui propose, on a parfois c'est pas le cas, mais en général, si on a un produit qui a investi dans X, et qu'on est en train de modifier le fonds, on peut proposer X', et là, le client peut choisir de sortir ou de rester, en fait. On a parfois une option de switcher dans un autre produit. Les détails vont varier d'un produit à l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que transparence, communication et en général choix. La communication avant la liquidation d'un ETF, c'est, juste pour donner un ordre de grandeur, c'est 1 mois avant, à peu près Oui, alors, ouais. J'ai pas le détail exact, mais c'est au minimum 1 mois avant. Ouais. OK. Tu parlais de la réglementation UCITS. Oui. Les Français et les Européens, ils ne peuvent pas investir sur des ETF qui sont américains parce qu'ils ne sont pas UCITS. Et souvent, c'est, si j'ai bien compris, un problème aussi de documentation sur les informations qu'on donne aux clients. Est-ce qu'en Europe, et je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais bien, la réglementation en Amérique, mais est-ce qu'en Europe, tu penses que les épargnants sont plus sécurisés, sont mieux protégés qu'en Amérique ? Alors moi, je ne fais pas de politique. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Donc, on appelle ça le US 40 Fund Act. Je pense que c'est ça le nom de cette réglementation. À ma connaissance, et je ne suis pas un expert parce que je n'ai jamais vraiment travaillé aux États-Unis, donc je n'ai pas lancé de fonds US, de droit de domicile américain. Ma compréhension, c'est que d'un point de vue diversification, c'est probablement assez similaire. Voilà, en termes de ce que tu peux faire ou pas faire. Je pense qu'en termes d'éligibilité d'actifs, c'est probablement des choses qui sont un peu différentes. J'ai envie de penser, et je ne suis pas certain de ce que je vais te dire, je pense que l'investisseur en Europe est plutôt plus protégé qu'aux US. Mais je suis honnêtement assez incapable de te substantier cette phrase. De manière générale, la réglementation UCITS, c'est une réglementation qui est européenne, et donc qui est initialement, quand elle a été mise en place, elle a visé à harmoniser les réglementations de tous les pays membres de la communauté européenne, en fait. Donc, j'ai envie de penser que quand tu construis quelque chose, une réglementation, en général, c'est fait pour défendre. C'est fait pour défendre l'investisseur. La réglementation UCITS, elle est là pour défendre les intérêts des investisseurs. C'est vraiment l'objectif premier de cette réglementation. Bon, quand tu mets
toutes les juridictions autour d'une table et tu leur dis « mettez-vous d'accord et trouvez-moi un format qui va, entre guillemets, rassembler la substantifique moelle de 27 pays », j'ai envie de penser que tu dois arriver sur une réglementation extrêmement protectrice de l'investisseur. Et ce qui est de fait une bonne chose. Donc, comparer les US et l'Europe, je ne sais pas trop. Est-ce que la réglementation UCITS est très protectrice de l'investisseur? La réponse est oui, certainement. Très clair. Un autre sujet que beaucoup de gens se posent, en tout cas sur Internet ou dans les commentaires ou autre, c'est est-ce que les ETF ne deviendraient pas trop importants sur la scène capitalistique, j'ai envie de dire, parce qu'on a des ETF qui prennent des parts importantes dans des grandes sociétés. On voit les actionnaires majoritaires de Apple, ou enfin en tout cas des grosses capitalisations boursières qui vont être du Vanguard, du BlackRock, etc. Donc des émetteurs, ou du Amundi. Donc des émetteurs d'ETF, des émetteurs de fonds. Il y a aussi beaucoup de gens qui se posent la question de est-ce qu'un jour on n'aurait pas une décorrélation de la valeur des actions à cause des ETF, puisque des investisseurs, au lieu de faire leurs propres recherches et de faire leur portefeuille de stock picking avec différentes actions individuelles, vont tout simplement investir dans les 500 plus grosses capitalisations américaines ou les 40 via le CAC 40 en France. Et donc, on aurait des capitalisations parfois qui seraient survalorisées du fait que simplement, ils auraient beaucoup d'acheteurs grâce aux ETF. Est-ce que tu penses que les ETF aujourd'hui sont une menace pour alors le price discovery, la décorrélation face à leur vraie valeur, entre guillemets? Est-ce que tu vois un risque sur ça? Alors, tu as utilisé, je te prends en mot, tu as utilisé le terme de corrélation. Et donc, je vais le reprendre, ce mot, à mon compte. Tu as cité 2 points qui sont fondamentaux. Le premier, c'est que le S&P 500 n'arrête pas de monter. Voilà, ça c'est un fait établi. Moi, je parle à mon équipe de vente toutes les semaines, et donc de fait, littéralement toutes les semaines depuis à peu près 1 mois et demi, je parle de nouveaux plus hauts qui sont atteints par le S&P 500. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que oui, les actions américaines attirent. Oui, la tech fait rêver. Oui, l'IA attire les investisseurs. Et c'est vrai en France, en Europe, aux US, en Chine, c'est vrai partout. Donc oui, il y a un point qui est la hausse des valorisations, notamment des valeurs américaines. C'est une certitude. Mais ce qu'on observe d'une part, c'est l'attrait pour les valeurs américaines. Voilà, et donc un aspect de concentration. Si on regarde les 10 premières valeurs du S&P 500, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est probablement supérieur à 30%. Ça, c'est un premier point qui est une vérité et on est totalement d'accord. Le deuxième point, c'est que comme tu le mentionnes, les gens aiment beaucoup les ETF. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Bon, le point, c'est que oui, les ETF ont une croissance qui est très forte. En Europe, on est à plus 25% d'encours sur l'année. Mais ce sont 2 points différents. Et ils sont corrélés. Et c'est le lien que tu as fait. Et alors, je parle très mal anglais, mais en anglais, on dit « correlation is not causation ». Tu vois ? Donc, la corrélation n'induit pas un lien de cause à effet. Et c'est très important parce que si j'observe plein de choses en même temps, effectivement, je peux en déduire que l'une impacte l'autre. Et je ne pense pas que le lien soit celui que tu fais. Pourquoi ? Parce que... c'est pas moi qui fais le lien. Non, attends, mais il n'y a pas de souci. Et c'est une question qu'on a très souvent. Donc, c'est une question qui revient beaucoup. Moi, je l'ai littéralement une fois par semaine, cette question-là, donc, et notamment de la presse. Donc, elle a forcément une part de fondement. Tu vois, il y a forcément une observation qui peut être vraie. Mais ce qui est important, c'est que il n'est pas nouveau d'avoir des produits indiciels. Pour tes auditeurs qui sont des experts, qui connaissent notamment les produits dérivés, il y a des contrats futurs, et je n'en fais pas la promotion ici, que ça soit bien clair, mais il y a des contrats futurs qui existent depuis très longtemps sur la plupart des indices, dont le S&P 500 et l'Eurostoxx 50. Les volumes des futurs qui se traitent sur ces indices-là sont des dizaines de fois plus élevés que ce qu'on a sur les ETF. Donc, il faut être très conscient de ça. C'est que ce n'est pas nouveau d'acheter la hausse d'un indice boursier avec un produit indiciel. Il se fait que le produit ETF est un produit qui est nouveau dans la panoplie d'outils qui sont accessibles, notamment aux particuliers. Mais on aurait beau jeu de dire que ce sont que les ETF qui font monter le cours. Et le point, donc, c'est oui, les actions montent. Oui, les ETF plaisent.
Et nous, de fait, on a un ETF sur le S&P 500. On a un très bel ETF sur le S&P 500. Donc ça, c'est certain. Vous en avez plusieurs même. On en a même plusieurs, voilà. Mais on en a un que j'aime beaucoup. Et donc, mon point, c'est quoi? C'est que, oui, on a des produits pour acheter la hausse des indices boursiers. Donc, nécessairement, quand tu achètes la hausse des indices boursiers, ça les fait monter. Ça, c'est une certitude. Donc, ça, c'est pas nouveau. Mais c'est le cas si tu achètes un fonds américain qui a essentiellement comme benchmark le S&P 500, un fonds actif ou un fonds passif, c'est le même sujet. Et ce qui se passe, c'est qu'on observe que Nvidia et Tesla et Microsoft et Apple ont des valorisations qui sont très élevées, mais c'est pas comme si on pouvait pas les acheter en direct. Donc le point, c'est que oui, les ETF plaisent, et oui, quand tu achètes du S&P 500, tu as du Apple et du Microsoft, mais en réalité, ces actions ont des valorisations qui sont très élevées parce que les gens les achètent. Et donc mon point, c'est qu'il y a en effet un sujet d'ETF qui plaisent, d'actions américaines qui montent. Je donne un exemple très concret. Nous, ce qu'on propose à nos investisseurs depuis à peu près 2 mois, 3 mois, c'est un indice S&P 500 équipondéré. Parce que nous, on reconnaît que les valorisations de la tech sont très élevées. Trop élevées, je ne sais pas, mais en tout cas très élevées. Et donc, le point, c'est que si tu regardes ton S&P 500, donc c'est que des large caps là-dedans, et que tu dis, non, en fait, je ne suis pas à l'aise avec le fait que le top 10 représente 35%, devine, on a un super produit qui va en fait les équipondérer de manière à ramener les poids à des niveaux qui sont beaucoup plus, entre guillemets, tolérables, si tu trouves que c'est trop cher. Et donc, de fait, ça, c'est un moyen. Donc, mon point, c'est qu'il n'y a pas un ETF qui achète des actions américaines. Il y en a une ribambelle. Il y a 13 000 ETF dans le monde. Donc, tu peux acheter des secteurs, des styles, l'indice équipondéré. Tu peux acheter, entre guillemets, pas tout et son contraire, mais il y a de la diversité, il y a une diversité qui est beaucoup plus forte dans le monde ETF que ce qu'on a envie de penser quand on résume le fait que les ETF ont monté les valos, pour résumer. Ouais. J'espère que j'ai été clair. Mais Très clair, très clair. Et est-ce que tu penses, par contre, qu'il pourrait y avoir, une forme d'accentuation d'un effet domino à cause des ETF lors de la prochaine crise, puisque un investisseur qui serait en ETF, lui, vendrait tout, ferait baisser tous les marchés. Je ne sais pas s'il y a un mouvement de panique. Est-ce que tu penses que ça peut accentuer ce mouvement? Alors, c'est une question, encore une fois, tu n'as que des questions difficiles. Voilà, c'est des questions que je reçois ou que je peux avoir et que les gens peuvent s'inquiéter avant d'investir en ETF. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'il n'y ait pas un investisseur qui achète un ETF. Il y a 13 000 ETF et j'aurais envie de penser plusieurs centaines de milliers d'investisseurs, grands et petits. Et je vais revenir là-dessus après. Mais le premier point que je voulais faire, c'est qu'on a déjà eu des crises. Et des graves crises. Pas des petites crises. On a eu ce qu'on appelle le GFC, donc la crise de 2008, durant laquelle les ETF n'étaient pas encore une part importante de la panoplie d'investissement. Donc on ne peut probablement pas tirer trop de conclusions de ce qui s'est passé entre les ETF et la crise de 2008, parce qu'effectivement, les ETF étaient plus petits. Mais par contre, on a eu la crise de 2020, la crise du Covid. Et ça, c'était d'un point de vue financier. Alors, on a eu les impacts sanitaires qu'on connaît, mais ce qui s'est produit en mars, je ne sais pas si tu l'as vu ou si les auditeurs l'ont vu, mais c'était essentiellement une crise assez grave en termes de liquidité. Donc mon point, et j'y arrive, c'est qu'on l'a déjà connu cette crise. Voilà. Et 2020, c'est une forme d'établi, une forme de laboratoire pour voir ce qui s'est passé. Et je ne suis pas le seul à le dire, ça ne vient pas de moi. Si tes auditeurs sont intéressés, il y a des liens qui sont super intéressants. Il y a la SEC, donc le régulateur américain qui a écrit là-dessus. Et il y a la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui est un peu une sorte de banque qui observe les flux entre les différents établissements financiers. Et donc, ce que je vais dire a été écrit de manière réglementaire et totalement officielle. C'est pas ma vue de l'esprit. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il y a une crise, en général, c'est qu'on ne sait plus trop où sont les valorisations. C'est-à-dire qu'il y a plus grand monde pour acheter quelque chose. Et donc, de fait, on ne sait plus très bien combien ça vaut. C'est pareil sur l'immobilier, c'est pareil sur à peu près tous les actifs financiers. On a observé en 2020 un assèchement extrêmement brutal de la liquidité, notamment sur les obligations dites corporate. Ça a été très fort, en réalité. Et donc, ça a été communément observé. Et ce qu'on a observé à l'époque sur les ETF,
c'est que la fourchette, donc l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, quand tu regardes sur un dispositif digital pour voir les prix d'ETF, le spread, exactement. Donc le spread, les spreads se sont écartés sur les ETF, mais alors ce qu'on a observé, c'est que les spreads sur les corporates, il y avait quasiment plus de spread du tout, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de cotation du tout. Donc, d'une part, les spreads se sont un peu écartés sur les ETF, ça c'est vrai, c'est une certitude, parce qu'il y avait très peu de liquidité sur le sous-jacent, donc sur les actifs sous-jacents. Ce qui s'est passé, c'est que la Fed elle-même a directement acheté des ETF, en fait. C'est-à-dire que l'ETF, désolé pour la formule, mais l'ETF n'a pas fait partie du problème. Il a fait partie de la solution, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, quand tu regardes un indice corporate ou un indice CAC 40, il n'y a pas grand-chose de plus proche de l'indice que l'ETF qui le réplique. Donc, si tu te dis, en fait, je voudrais acheter, c'est ce que je dis à mes clients tous les jours, si tu veux acheter la France, la dette en euros ou la dette en dollars, il y a forcément un ETF pour ça. Et la Fed a décidé d'aider le marché et elle a utilisé le format ETF pour le faire. Donc, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que cette crise, on l'a vu, et les régulateurs ont reconnu que le format ETF était probablement le plus efficace pour agir en fait sur le marché. Pour mettre de la liquidité, du coup. Pour mettre de la liquidité. Et le point supplémentaire, pour bien comprendre ce qui s'est passé à l'époque, c'est que si tu prends une obligation, quand personne ne veut d'une obligation, son prix baisse, normal. Si tant est que tu arrives à savoir combien ça vaut. Et en fait, le prix d'une obligation, quand il baisse, en fait, on dit que le taux de rendement est en train de monter, en fait, puisqu'elle va servir à un coupon. Le coupon, il est fixe. C'est en anglais le fixed income. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, un ETF et un investisseur. Il y a de très nombreux ETF et de très nombreux investisseurs. Et plus que le nombre d'investisseurs, c'est la typologie de ces investisseurs qui change. On a des particuliers, on a des gérants de fortune, on a des hedge funds, on a des institutionnels, on a des fonds de pension, on a des fonds souverains. Et mon point ici, c'est que tu prends l'exemple du high yield, qui avait très peu de liquidité à ce moment-là. Il y a un moment donné, je sais pas, admettons que le yield paye 8% sur un indice donné et que les valorisations baissent. Donc le yield équivalent de ce high yield va commencer à monter, va passer à 10, puis 12, puis à 14. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un investisseur, par exemple, qui a un appétit pour le risque très élevé, typiquement des hedge funds, il va se dire, écoute, moi j'ai un horizon de 5 ans, j'ai du cash dans mon portefeuille, à 18%, je prends. Je te donne un exemple juste pour l'exemple. Mais donc le point, en fait, c'est que les ETF, ils ont continué à coter, les fourchettes étaient un peu plus élevées, mais plus la valorisation baisse, plus le rendement, entre guillemets, théorique servi va s'agrandir, va s'améliorer. Et il y a un moment où l'ETF va, entre guillemets, trouver son marché, où l'indice va trouver son marché et où un investisseur va décider d'acheter. Et c'est ce qu'on a observé, en fait, dans cette crise. On avait observé aussi également en 2015. Et c'est cette diversité de la typologie d'investisseurs, diversité en termes d'appétit pour le risque, d'horizon de temps, d'objectifs de rendement de portefeuille, etc. En fait, l'ETF permet à ces investisseurs de se rencontrer. Et c'est pour ça qu'il est liquide. C'est pour ça que finalement, non, il n'y a pas eu de crise systémique causée par les ETF. Et je n'en anticipe pas. Je ne suis pas en train de te dire que ça n'arrivera jamais, parce que je n'ai pas de boule de cristal. Mais ce qui est sûr, c'est que plus le temps passe, plus on a des ETF qui deviennent de plus en plus liquides, parce qu'ils sont de plus en plus gros. Ils ont de plus en plus d'investisseurs eux-mêmes qui vont se rencontrer pour acheter et vendre ce qu'on appelle échanger du risque, en fait. Quand tu échanges des obligations, ça revient à échanger du risque. Et cet appétit pour le risque, comme il est très varié entre les investisseurs, on a un produit qui est stable. En anglais, on dit résilient, en fait, en tant que tel. J'espère que j'ai répondu à ta question. Non, mais très clair. Donc surtout, si je dois résumer un petit peu, c'est les ETF ont plus fait partie de la solution que du problème. Exactement. La Fed a quand même acheté des ETF. Donc c'est un peu... en tout cas, les banques la Banque centrale américaine a trouvé ça intéressant, le produit ETF. On a déjà vu la Banque centrale du Japon, la Banque nationale du Japon, acheter des ETF. Donc très intéressant. Écoute, je ne savais même pas que la Fed avait acheté des ETF. Et oui, et voilà, si tes auditeurs sont intéressés, il y a une documentation qui est assez large là-dessus. Et c'est un peu complexe comme matière, mais c'est intéressant parce que ça permet de valider tout ce qu'on dit, en fait. Donc, voilà. Donc effectivement, il y a une grande granularité dans les ETF. Il y a vraiment beaucoup de marchés d'ETF, il y a différentes typologies d'investisseurs. Et donc in fine, il ne faut pas caricaturer les ETF à
Les ETF, c'est le S&P 500. Tout le monde va vendre le S&P 500 parce que tout le monde est investisseur en ETF. On est bien loin de ça. Tu disais, il y a plus de 13 000 ETF. Voilà. Donc, alors, on en a du S&P 500, il n'y a pas de souci. Si tu veux du S&P 500, on en a aussi. Après, il y en a, c'est sûr. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que notre gamme de produits, et on n'est pas les seuls, on est une des rares boutiques, enfin, on n'est plus vraiment une boutique, mais on est une des rares sociétés de gestion. Avec notre gamme d'ETF, on a envie d'être un peu le one-stop shop. C'est-à-dire que tu peux trouver du S&P 500, tu vas trouver du MSCI World, tu vas trouver des obligations, mais tu vas aussi trouver des segments plus précis. Tu vas trouver des secteurs, tu vas trouver des thématiques. Donc non, on ne passe pas notre journée à ne vendre que du S&P 500. On a du S&P 500, mais on a des investisseurs qui veulent être beaucoup plus précis avec leurs investissements. Très clair. Je voudrais qu'on parle maintenant d'une méthode de réplication, la réplication synthétique, parce que ça intéresse beaucoup les particuliers en France, vu qu'on peut avoir des ETF synthétiques sur le PEA qui vont nous permettre d'investir sur les marchés mondiaux, sur la MSCI World, sur le S&P 500, sur les marchés émergents. Est-ce que tu peux expliquer, peut-être pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que la réplication synthétique, à quoi ça sert, pourquoi vous l'utilisez aussi chez Amundi? Alors, on va reprendre du début. Voilà. Un ETF, c'est un fonds. Définition. Non, je rigole. On va reprendre la définition. Concrètement, l'objectif, c'est de répliquer un indice. Voilà. Donc, l'indice, on reçoit en fait tous les matins, avant l'ouverture, les constituants. Notre métier, c'est de faire en sorte que, jour après jour, nos clients n'aient aucune surprise sur leur gestion. On ne vend pas du rêve, on vend des produits qui font ce qu'ils sont censés faire. Répliquer un indice. Une fois qu'on a dit ça, il y a effectivement deux approches pour répliquer l'indice. Le format le plus simple et qui tombe sous le sens, c'est d'acheter les titres. Voilà, on va acheter les titres. Encore une fois, une société indépendante, on les achète, on les place dans un compartiment, c'est audité, c'est valorisé, etc. S&P 500, 500 boîtes, imaginons. Voilà. Il y a des fois, c'est pas tout à fait 500, mais on achète les 500 dans le portefeuille et voilà. Exactement. Et ensuite, attention, c'est pas passif, hein, donc on réplique et on rebalance le portefeuille, etc. Et oui, ça peut changer, l'indice peut changer, etc. Et on est dans un monde, c'est un petit aparté, mais on est dans un monde qui est jugé au microscope. Hein. C'est-à-dire que nos produits, on les regarde au point de base près. Hein. Pour tes auditeurs, un point de base, c'est 1/100%. Pour nous, un point de base, c'est colossal. Voilà. 0,01%. Exactement. Donc, c'est 0,01%. Pour moi, c'est un chiffre élevé, en fait, en réalité. Hein. Donc, on parle de ce degré de précision pour répliquer nos indices. Donc, si Apple pèse 4,64% dans le S&P et que sur le portefeuille, il est à 4,63%, c'est une erreur pour vous? Alors, une erreur, pas forcément. En tout cas, on va regarder au quotidien l'ensemble des poids parce qu'il faut faire 4,64, c'est le pourcent relatif, etc. Donc, les maths se cumulent un petit peu là-dedans, mais ce qui est certain, c'est que sur la performance de notre ETF, on va être extrêmement précis et on va tolérer effectivement très peu d'écart entre l'ETF, sa valeur liquidative, et l'indice, d'une journée après l'autre, par exemple. Donc ça, c'est le petit point de détail sur la précision. Le deuxième point, c'est la réplication dite synthétique. Il y a un petit peu une question, en fait, entre guillemets, pourquoi ? Pourquoi la réplication synthétique ? Soit tu fais les choses par toi-même, le do it yourself, en fait, en anglais. Soit, en fait, sur certains sous-jacents, en général, sur certains sous-jacents complexes, ou certains sous-jacents où il y a un aspect d'optimisation, et j'y reviendrai tout à l'heure, en fait, plutôt que le faire soi-même, on va aller chercher un sous-traitant. Le sous-traitant, ça va être la contrepartie du swap. Alors, contrepartie du swap, ça fait assez compliqué, ça a l'air complexe. Notre métier à ce moment-là, ça va pas être d'acheter les titres nous-mêmes, ça va être d'appeler une institution bancaire. Par exemple, je fais pas de publicité, hein, mais BNP Paribas, que tes auditeurs connaissent, Société Générale, Morgan Stanley, on a une longue liste de contreparties, et on reviendra sur ce point-là après. Mais c'est plutôt que d'acheter les titres nous-mêmes, on va appeler une banque et lui dire « Écoute, je souhaite répliquer tel indice, il me faut la performance de cet indice, on va rédiger un contrat extrêmement précis, on va minuter, et je te garantis que là, on regarde les choses avec un microscope également pour le contrat, de manière à avoir la garantie d'avoir la performance de l'indice au quotidien, en fait. Voilà. Donc, il y a tout un dispositif financier et juridique qui va contrôler cette opération. De manière très concrète, je pense que ce qui intéresse le plus les auditeurs, c'est d'avoir en tête le risque sous-jacent. Et après, on pourra revenir sur le pourquoi également. Le risque sous-jacent, en fait, ce qui va se passer, imagine qu'on veut répliquer le S&P 500. C'est quelque chose qu'on fait, voilà. On va en fait acheter un panier de titres qui ne seront pas exactement les actions du S&P 500. Il y
aura un peu d'actions européennes, un peu d'actions américaines. Il y a un cadre assez précis, en fait, dans ce qu'on peut acheter. On appelle ça, dans notre jargon, le panier de substitution, qui est affiché sur notre site. Si tes auditeurs veulent en savoir plus, il est affiché quasiment en temps réel sur notre site, ETF par ETF. On achète ce panier de substitution et en fait, on va échanger la performance de ce panier avec l'indice. C'est de là que vient le terme de swap. On va en fait swapper, c'est vraiment franglais, on va swapper la performance de notre panier de substitution avec l'indice sous-jacent. En réalité, le plus important de garder en tête, c'est que ce panier de substitution, il est chez nous. Il est dans le fond. Il est dans la indépendant. société. Il est dans la société indépendante. Ce panier, alors il peut changer, et on fait ça de concert avec la contrepartie. Notre objectif, en fait, on garde ce panier, je sais pas, je dessine quelque chose avec mes mains, mais ça se voit pas. Mais on a notre panier de substitution, on échange la performance, et on va recevoir la performance de l'indice, donc en échange de la performance de ce panier. Si tu sommes le fait d'avoir le panier, de donner sa performance et d'avoir l'indice, tu fais la somme de tout ça, ça donne la performance de l'indice. Le point, c'est que peut-il se passer pour l'investisseur en tant que tel? Eh bien, en réalité, tous les soirs, on va faire les comptes. Avec notre contrepartie, on va se dire « Ah, ça a monté aujourd'hui, bonne nouvelle, donne-moi de l'argent ». Et donc, on va remettre à zéro le niveau du montant qui pourrait être dû par l'une des deux parties tous les soirs, de manière à avoir zéro risque par rapport à cette contrepartie. Donc, in fine, ce qu'on a, c'est qu'on a acheté un panier, on a échangé sa performance avec un indice, le panier, il reste chez nous, et ça, c'est très important, et on reçoit la performance de l'indice en échange. Ça nous permet quoi? Sur des indices qui sont complexes à répliquer, ça nous permet tout simplement de sous-traiter cette opération, en fait. Et du coup, quel est l'intérêt pour la contrepartie de récupérer la performance du panier de substitution? Alors, l'intérêt, c'est ce qu'on appelle un terme financier. C'est plutôt nous qui l'imposons. Il y aurait d'autres formats, en fait. Il y a mille et une façons de créer un swap. Nous, notre objectif, c'est nous qui dictons les conditions de nos swaps. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on a un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il vient de la réglementation UCITS. Hein. Ça, c'est très, très important de le rappeler. C'est que nous, ce qu'on veut, on parlera des contreparties après. Nous, ce que veut Amundi, c'est tout simplement de limiter au maximum les risques. Hein. Pour parler clairement, c'est ceinture, bretelle et bretelle. Et donc, on définit un cahier des charges de ce qu'on veut bien comme panier de substitution, de comment on va régler le swap, de comment on va remettre à jour le risque de contrepartie, etc., de manière à être certain que l'ETF ne fasse qu'une seule chose, c'est fournir une exposition à l'indice et être protégé contre tout autre risque, notamment par rapport à la contrepartie. Donc ce risque de contrepartie, il est recetté, entre guillemets, de manière quotidienne. Oui. De sorte que si un jour la contrepartie ne fournisse pas la performance voulue, ça soit juste la performance d'un seul jour, si j'ai bien compris. Alors c'est moins que ça. C'est moins que ça. C'est moins que ça. C'est bien encadré dans le contrat. Ouais, alors déjà c'est encadré, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, notamment si on prend le S&P 500, j'avais regardé, tout est marqué sur notre site, hein, on est très transparent. La contrepartie, pour être très clair, d'un de nos ETF sur le S&P 500, je suis allé voir hier soir, hein, donc a priori ça n'a pas changé ce matin. Il y a Société Générale, Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas et JP Morgan. JP Morgan, pour parler anglais. Donc, il n'y a que des grands noms, il n'y a pas de surprise pour tes auditeurs dans cette liste-là. Donc, le premier point, c'est que c'est pas... Parce que je t'ai interrompu, parce que tu as dit la contrepartie. Déjà, c'est les contreparties, ça c'est très important. Donc, encore une fois, le métier, ça va être de diversifier ce risque et de l'annuler ensuite. Donc, on diversifie le risque, plusieurs contreparties. En général, c'est toujours bien de mettre de la compétition, parce que quand tu mets de la compétition, tout le monde fait des efforts. Et donc, nous, ça nous permet de quoi? D'avoir les meilleurs termes du contrat, de manière à, si possible, surperformer l'indice. Et c'est un point qui est important sur les swaps, c'est que c'est pas une garantie, mais en général, certains de nos ETF nous permettent de surperformer l'indice, en fait, parce que les contreparties arrivent à nous faire des termes qui sont favorables. Donc, le point, c'est quoi? C'est qu'on a plusieurs contreparties et on a un panier de substitution. Le panier de substitution, il va monter et baisser avec l'avis des marchés. Le S&P 500, il va monter et baisser avec l'avis des marchés. Alors, je ne te dis pas que c'est une corrélation de 1 entre les deux, mais le point, c'est qu'on a des actions dans notre portefeuille et on s'expose à un indice action américaine, pour être plus précis dans le cas du S&P 500. Donc, pour revenir à ta question de quel est le risque, début de journée, 0. Milieu de journée, le panier a monté, par exemple, de 2%.
l'indice de 3. Donc l'indice A, il a plus monté que le panier de substitution. Donc là, ça fait 1%, mais j'ai, disons, 5 contreparties. Donc le risque potentiel de défaut d'une des contreparties, ça va être, dans ce cas précis, 1 divisé par 5, si mes maths sont à peu près OK. Le point, c'est quoi? C'est qu'en général, le panier de substitution, on se débrouille, et c'est notre objectif, de fait, qu'il soit assez, voire très corrélé avec l'indice, ce qui nous permet quasiment d'annuler le risque, en fait. Alors, encore une fois, c'est que on a construit le swap parce qu'on n'avait pas forcément envie ou nécessité de gérer l'indice S&P 500. Donc, je ne suis pas en train de dire que que le panier est égal au S&P 500. Je ne suis pas en train de dire ça. Vous essayez de le corréler au maximum. Exactement. Voilà. Il y a des méthodes quantitatives, j'imagine, de statistiques. Et de négociations. Voilà. Et donc, oui, c'est un point plus complexe, mais globalement, ce dont on a envie, c'est de minimiser ce risque. Donc, plus le panier de substitution est proche, de fait, plus le risque est minimisé. J'ai peut-être un point, en fait, qui peut permettre d'aiguiller un petit peu tes auditeurs. C'est-à-dire qu'il y a essentiellement... Parce que la question, c'est de pourquoi, en fait, finalement. Qu'est-ce qu'il faut acheter, etc. Moi, je ne donne pas de conseils. C'est pas mon métier. Mais essentiellement, il y a en fait 3 directions qui peuvent être utiles pour un investisseur. Il y a la simplicité, la précision et la performance. Si tu veux une opération... Alors, après, il y a l'aspect du PA. Mais raisonnons hors PA pour l'instant. Si je veux un produit qui soit le plus simple possible, alors on ne va pas se cacher, c'est probablement plus simple d'acheter un ETF qui achète directement les titres. Je pense que c'est ce qui est le plus facilement concevable pour tout un chacun. Ouais. Voilà, c'est le plus compréhensible. L'application physique. Exactement. Et donc, on a de très nombreux clients qui ont souhaité, dans les 10 dernières années, nous pousser à faire plus de réplication physique. Et voilà, donc c'est ce qu'on fait. Nous, on fait les deux. Donc on a la réplication physique et synthétique, et on est un leader dans les deux domaines, de manière certaine. Et on est le leader en gestion synthétique, de manière certaine. Donc simplicité, c'est plutôt à l'avantage de la gestion physique, on ne va pas se cacher. D'un point de vue précision, sur certains indices, qui ont de très nombreux titres, parfois on doit optimiser un peu notre gestion. On va pas pouvoir nécessairement acheter tous les titres parce que le fonds est peut-être potentiellement trop petit, des choses comme ça. Donc il y a différents aspects qui font que, assez souvent, d'un point de vue précision, ça va être la performance d'un jour sur l'autre. Entre l'indice et l'ETF, en général, une réplication synthétique, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, j'ai appelé ça la sous-traitance. On a sous-traité le risque. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les termes du contrat, je ne veux pas savoir. Tu me donnes la performance de l'indice et c'est tout. Voilà. Donc, comme on s'est déchargé sur une contrepartie, en général, ce qu'on appelle la tracking error, donc là, c'est un terme un peu plus sophistiqué, appelons ça l'erreur de suivi, c'est quand tu regardes, en fait, en fin de journée, quelle est la performance d'un indice et la performance de l'ETF, et en fait, tu fais l'écart type et tu annualises. Bon, quand tu arrives à une tracking error qui, en général, est assez faible, on parle de quelques dizaines de points de base au plus, et en général, tu es en dessous de la dizaine de points de base. Donc, c'est vraiment des écarts qui sont tout petits. Avec une gestion synthétique, en général, on a avec une tracking error qui est très proche de 0, tout simplement. Donc, en termes de précision, par rapport à ma liste, la gestion swappée est probablement légèrement plus efficace que la gestion physique. Pourquoi? Parce qu'on a sous-traité le sujet. En termes de précision de réplication de l'indice, exactement, la synthétique peut être plus optimisée. Exactement. Après, par contre, je demande à nos investisseurs, donc tes auditeurs, de vérifier, et je pense qu'on est très bon en gestion physique également. Je te donne dans les points de détail quand on zoome précisément. Et enfin, sur certains indices, notamment le S&P 500, souvent, c'est très compétitif. On arrive à avoir des performances qui sont légèrement meilleures que la gestion physique. OK. Donc, ça dépend quand même des indices. Ce n'est pas une règle générale. La réplication synthétique ne permet pas, en général, d'avoir une réplication... une performance légèrement supérieure que la réplication physique. Non, en fait, l'idée, c'est qu'il y a des forces de marché, pour résumer. C'est-à-dire que on voit les marchés actions, il y a des forces de marché, d'offre et de la demande sur les produits dérivés. C'est un peu plus complexe, mais globalement, il y a quelques indices sur lesquels, en général, on surperforme de manière assez sympathique, notamment le S&P 500. Et les actions américaines, c'est 72% des actions mondiales. Voilà, c'est un chiffre que je connais par cœur parce qu'il est important. C'est un peu plus, disons, plus de 70%, pour simplifier. Donc, si on surperforme légèrement sur les actions américaines, on va de fait 70% d'une surperformance, ça fait encore une surperformance. Donc, on va a priori, sur les actions de monde, surperformer légèrement moins. Encore une fois, quand je dis surperformance, il faut faire attention, on ne fait pas de la gestion active. Oui. Donc, on parle de quelques points de base ou quelques dizaines de points de base. Donc, pour des clients qui sont vraiment
à la recherche de la performance maximale, souvent les ETF swappés sont une réponse. Ce qui peut, in fine, gommer les frais, si les frais de l'ETF sont faibles et que cette surperformance est assez importante pour gommer. Est-ce que c'est vrai aussi sur les pays émergents ? Est-ce que ça permet aussi d'avoir une meilleure performance que la réplication physique, pardon ? Alors, il y a des aspérités, j'ai envie de dire, pays par pays. Il y a pas mal de complexité. Hein. Quand tu rentres vraiment dans les détails des aspects de capital gain tax, etc., il y a plein de sujets qui sont assez complexes. Mais ça, c'est notre métier. Hein. Donc, en réalité, nos gérants connaissent la réponse par cœur, hein, pays par pays, sur l'ensemble des pays émergents. C'est un vrai métier, la gestion indicielle, en tant que telle. Hein. Pour revenir à ta question, il se fait que sur certains pays émergents, dont la Chine, souvent passer par un swap, ça permet de faire de la performance. C'est pas vrai tout le temps, mais ça peut exister. J'aimerais qu'on parle maintenant de la gouvernance des entreprises. On a dit tout à l'heure que les ETF pouvaient prendre une part assez importante dans certaines actions, dans certaines grosses capitalisations. Vu que ces ETF peuvent prendre des parts importantes, ça veut dire que, il y a des investisseurs qui vont investir sur ces sociétés, sur ces boîtes, via des ETF, donc indirectement. Est-ce qu'ils vont perdre leur droit de gouvernance, leur droit de vote aux assemblées générales à travers l'ETF ? Comment ça marche ? Est-ce qu'un investisseur en ETF peut exercer son droit de vote ? Alors, les investisseurs, quand ils achètent un ETF chez Amundi, ne perdent rien du tout. Ce qui est sûr, c'est que les investisseurs qui achètent un ETF chez nous, ils nous font confiance. Notre métier, c'est de répliquer l'indice et de fournir la performance, que ce soit pour un investissement de court terme ou de long terme. On est plutôt des investisseurs de long terme dans les entreprises, mais en tant que tel, voilà, nos investisseurs nous font confiance. Ils veulent d'une part la performance financière et a priori, en tant qu'investisseur, c'est une bonne chose d'avoir une vision de long terme en tant que tel sur une entreprise. En tout cas, c'est notre conviction chez Amundi. Donc, si tu achètes une part d'un fonds, un fonds indiciel, un fonds actif, etc., c'est rigoureusement la même chose que d'acheter un ETF, parce qu'encore une fois, hein, tu reviens à la définition, un ETF, c'est un fonds. Donc, en tant que tel, quand un investisseur a acheté un ETF chez Amundi ETF, il a en fait transféré son droit de vote à Amundi. Ce qui est, tu appelles ça perdre quelque chose, moi j'appelle ça faire confiance à quelqu'un. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on est actionnaires, comme tu l'as dit, de fait, par notre métier, hein, de facto, on gère plus de 2000 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Donc, on est actionnaire de très nombreuses entreprises. Et tu peux voir ça comme un risque. Encore une fois, moi, je vais te répondre, c'est plutôt une opportunité. Pourquoi ? Parce que on va être actionnaire. Ça, c'est certain qu'on va être actionnaire de l'entreprise en direct. Et l'investisseur va recevoir la performance financière de son ETF. Une fois qu'on est actionnaire, on a un droit de vote, on a un droit de dividende et on va en faire le meilleur usage. Concrètement, ce droit de vote, c'est pas une nouveauté, on l'utilise et on vote. Et en fait, c'est un monde qui est très transparent et nous, chez Amundi, on est extrêmement transparent avec ce qu'on fait de ce vote, puisqu'en fait, on a tout simplement un rapport d'activité dans lequel on précise d'une part, où on a voté et comment, quelle est notre approche, ce qu'on a envie quel est notre agenda, typiquement notre agenda climatique. Et donc, on est très transparent là-dessus. Et par exemple, on a voté, je le lis parce que c'est un chiffre que je ne connais pas de tête, voilà, sur le climat, on est ranké, on est noté, on est classé numéro 1. On s'est engagé en 2023 sur 1471 résolutions s'agissant du climat. Donc, pour revenir à ta question, c'est nous qui avons effectivement le droit de vote et l'investisseur nous a fait confiance par rapport à ça. Ce droit de vote, on en fait bon usage et on a une équipe qui est dédiée à ça. C'est-à-dire qu'on a une équipe ESG et d'engagement spécifiquement sur le vote et l'engagement avec les entreprises, d'aller discuter avec elles de leur vision, de comment elles voient les choses et surtout mais également de comment nous, on voit les choses, et parce qu'on a envie d'avoir une influence sur ces entreprises, et on en est fiers. Donc, pour revenir à ta question, oui, le droit de vote, il est chez Amundi. On vote de manière très active. On a une équipe qui est dédiée à ça, et on est extrêmement transparent avec l'usage qu'on fait de ce droit de vote. Quand tu dis, on est ranké numéro 1, c'est le classement de qui ? Alors,
je n'ai pas la réponse. De qui? C'est un classement. Alors, a priori, il y a plusieurs ONG, en fait, qui classent Amundi et dont le métier, en fait, est de classer les gérants d'actifs. Donc, il y a une société, je ne suis pas certain que le 1471 vienne d'eux, mais on pourra vérifier après, c'est ShareAction. Donc, ShareAction, ils font une publication tous les ans où leur objectif, c'est effectivement de la promotion notamment des enjeux de la lutte contre le changement climatique. Et donc, ShareAction, ils vont vérifier ce qu'on fait, tout simplement. Ils vont voir le nombre de résolutions qui ont été proposées aux assemblées générales et comment tel gérant d'actifs, dont Amundi, a voté. Et en général, systématiquement, on est au minimum dans les 3 premiers, si ce n'est le premier systématiquement à chaque fois. Pourquoi? Parce que ça fait partie de nos valeurs de prendre ces considérations, le ESG, environnement, social et gouvernance. Pour nous, c'est très important. Et donc, de fait, on fait un usage, j'ai envie de dire, raisonné, systématique et transparent de ce droit de vote. Et nos résolutions sont affichées sur notre site, etc. On est ravis d'engager là-dessus parce qu'on a des vraies convictions chez Amundi à ce sujet-là. Du coup, tu disais que Amundi vote au nom des investisseurs, entre guillemets. Donc, c'est pour tous les fonds gérés par Amundi, vous votez de la même manière, c'est ça, si j'ai bien compris? Alors, c'est agrégé, en fait. Alors, non. Vos droits de vote sont agrégés? Non. Alors, non. On va voter de la même manière pour chaque résolution et pour chaque société. La réponse est oui. C'est-à-dire qu'on a une équipe. En fait, imagine toutes les 6 caves d'Amundi, de nos gestions actions. En fait, on va retrouver l'ensemble de nos positions sur tel ou tel titre de la cote française ou européenne ou américaine. Et on va en fait... on a voté à plus de 10 000 d'assemblées générales. Donc, on est à peu près à l'ACWI IMI. Donc, c'est à peu près... T'es sur l'ACWI avec les small caps également. Ouais. Pour l'indice le plus large. Exactement. Quasiment le plus large de ce que tu puisses imaginer de manière terrestre en tant que tel. Donc, on a voté à plus de 10 000 AG. Tenu par plus de 7700 sociétés en 2023. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et comment ça se passe? Alors, c'est pas mon métier, mais il y en a une équipe qui est dédiée, qui va en fait recevoir les résolutions et y voter systématiquement. Donc, mais la réponse à ta question, c'est oui, on va voter de manière agrégée à due proportion de notre prorata d'actionnariat dans telle ou telle entreprise. Et on va systématiquement suivre les AG. Et après, on va également suivre les entreprises. C'est-à-dire que notre métier n'est pas que de voter, c'est d'avoir une approche active de notre relation avec les entreprises pour leur dire « Hey, tu avais dit ça à tel AG, est-ce qu'on peut en parler de manière plus précise ?» Je n'ai pas l'impression que ça se soit suivi des faits. Je te prends un exemple au hasard, hein. Je ne mettrai pas de nom là-dessus. Mais donc, le point, c'est réellement donc, de voter à due proportion de l'ensemble de l'actionnariat qu'on a au travers de l'ensemble des fonds. On a une équipe qui est dédiée. Et ensuite, également de suivre et, quand c'est nécessaire, de challenger un peu les entreprises sur ce qu'elles font. D'accord. Donc, si je comprends bien, on ne perd pas, avec tes termes, on ne perd pas le droit de vote, on le transmet en fait à Amundi. Et Amundi est très transparent et on peut voir ce que vous votez via votre rapport de vote. C'est très bien résumé. Est-ce que, du coup, un jour... vous prendrez l'opinion de vos investisseurs et peut-être vous leur demanderez leurs préférences en matière de vote? Alors, il y a 2 choses. C'est que, de fait, j'ai dit tout à l'heure, on est un ETF provider, on est un gérant d'actifs, on est le plus grand en Europe, donc nécessairement, on écoute nos investisseurs. Ça se place de plein de manières possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'on écoute. On écoute tous nos investisseurs. Nos investisseurs nous appellent, on les écoute, on les entend et on prend en considération tout ce qu'on nous dit. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est le premier point. On écoute nos investisseurs. Le deuxième point, c'est que notre objectif, c'est de viser la génération de valeur pour nos investisseurs avec une vision plutôt de long terme. Donc, quand il s'agit d'acheter un ETF CAC 40 pour un jour, etc., il n'y a pas de problème. Tu peux l'acheter ce matin et le revendre cet après-midi. L'acheter, tu peux être aussi volatile que tu veux, tu peux être aussi tactique que tu veux, il n'y a aucun problème. Maintenant, notre métier comme société de gestion d'actifs, c'est de prendre un peu de recul également, s'agissant du vote. Et nous, en fait, notre vision, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une opportunité qu'on donne à nos clients, qui est le fait de... On a un agenda qui est assez clair et on est convaincu du fait que typiquement, les enjeux climatiques, c'est des enjeux qu'on ne peut pas ignorer. Voilà. Et donc, on va utiliser ce droit de vote
de manière à avoir une vision assez proactive. Et on n'a pas peur d'aller de manière proactive et de promouvoir le climat, les enjeux sociétaux et les enjeux de gouvernance d'entreprise. Donc mon point, c'est que à ce stade, c'est pas la direction qu'on a prise. On n'aura pas a priori de vocation à donner un droit de vote ce qu'on appellerait par proxy en tant que tel. On a une vision qui est assez claire, qui est très transparente, et nos investisseurs peuvent y accéder à tout moment sur notre site. Donc justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire avec donc vos votes pour le climat. Il y a une grande tendance en finance, c'est la tendance ESG, donc environnement, social, gouvernance. Est-ce que c'est une tendance que vous voyez chez vos investisseurs? C'est une demande forte sur les ETF. J'ai l'impression qu'il y a une grande demande et aussi il y a de plus en plus d'ETF là-dessus. Alors c'est une tendance de fond. Là, toujours se poser les questions de pourquoi. Bon, les raisons, elles sont simples. Hein. On voit le climat, on voit la température qui monte, etc. Je pense qu'on le voit dans nos vies quotidiennes. Donc ça, c'est pour les enjeux environnementaux, mais les enjeux de société, les enjeux de gouvernance d'entreprise, je pense que plus le temps passe et plus on est tous un petit peu collectivement conscients du fait que certaines choses potentiellement doivent changer. Égalité homme-femme, etc. Donc le point, c'est que je pense que tous les investisseurs voient dans leur quotidien l'importance de l'ESG en tant que tel. Donc ça c'est le premier constat. Donc le deuxième constat qui va de soi, c'est est-ce que je ne pourrais pas avoir un impact avec mon argent en tant que tel? Je suis investisseur, je pense à ma retraite, à mon assurance vie, des choses comme ça. En tant que tel, est-ce que je peux avoir une forme d'action avec mon portefeuille? Est-ce que je peux changer le monde si j'extrapole un petit peu? La raison, elle vient de là. Voilà. C'est pas forcément de changer le monde, mais en tant que tel, d'influer de manière positive sur l'entreprise. Donc ça, c'est essentiellement l'enjeu ESG. Donc c'est une lame de fond. C'est une vraie lame de fond. On a eu entre 2020 et 2023 à peu près 50% de la collecte sur 2 ou 3 années qui était orientée vers les produits ESG. OK. Alors, il y a les convictions, les désirs et la réglementation. En fait, il y a eu les 3 phénomènes en fait, qui se sont produits en même temps. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours un enjeu majeur. On a une part des flux, pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 20%. Cette année, 20% de flux en ESG. Et donc, de fait, ça fait beaucoup. 20%, on a plus de 170 milliards de collecte cette année en ETF. Donc, 20% de 170 milliards, je n'ai pas les chiffres, mais bon, on est à peu près 34 de tête. Donc, de fait, donc c'est une tendance de fond qui est bien réelle. Et nous, encore une fois, on écoute les clients, on écoute les investisseurs. Donc, on a, pour être tout à fait clair, une pléthore de produits on a dans notre gamme, on a plusieurs gammes d'ESG avec des objectifs parfois à la fois ESG, donc on a des produits ESG en tant que tels, et on a des produits qui sont plus orientés vers le climat, par exemple, ou des produits qui sont plus thématiques, vers l'eau, les énergies renouvelables, etc. Donc oui, il y a une demande qui est forte, et oui, on y a répondu. Et en 2024, Amundi a changé quelques-uns de ses ETF qui n'étaient pas ESG, qui sont passés ESG, dont les frais ont, pour certains, augmenté. Je me permets de faire remonter une vague de doutes, de questionnements aussi sur ça, puisque certains, du coup, n'étaient pas forcément contents de ça ou ont dû liquider peut-être leur ETF pour aller sur un autre. Donc c'est aussi ça, c'est aussi cette demande sur l'ESG qui a motivé votre choix de changer ces indices-là? Alors, de manière générale, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une demande client. Ouais. Il y a parfois des convictions, mais là, c'est vraiment un sujet de demande client. Donc, on a cette lame de fond de l'ESG, et donc, nous, on passe beaucoup de temps à réorganiser notre gamme pour être certain qu'elle corresponde le mieux possible à la demande client. On a dit ESG, juste pour revenir sur comment on fabrique un produit ESG, parce que c'est quand même pas, ça tombe pas sous le sens. On va filtrer, on va scorer, on va ranker, il y a finalement pas mal de complexité dans l'ESG. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir mettre des scores. Donc il faut beaucoup de données en fait. Donc on va s'adresser à des fournisseurs de données, des fournisseurs d'indices. Et donc de fait, l'ESG demande beaucoup de data, beaucoup d'expertise, beaucoup de finesse dans le traitement de cette donnée. Donc en tant que tel, oui, l'ESG c'est un peu plus cher. C'est un peu le coût de revient de l'ESG est un peu plus élevé actuellement. Ça, c'est vrai. Les indices ESG sont plus chers que les indices standards. Oui, tout à fait. Alors, dans le temps, on verra peut-être une forme de compétition complémentaire qui fait que l'ESG va également perdre en prix. Mais ce qui est certain, c'est que
construire un produit ESG, à ce stade, ça coûte plus cher, oui. De l'autre côté, on a vu aussi un ETF se lancer chez Amundi, je crois, à 0,03%. Oui. Un ETF MSCI USA. Oui, tout à fait. Donc ça, je pense que ça fait du bien aussi au segment des ETF, avec des frais qui vont potentiellement être encore plus compétitifs. On l'a vu aussi outre-Atlantique, il y a des ETF qui sont très peu chers. Des ETF qui sont même à 0%, je crois, de frais. Est-ce qu'un jour, ça peut exister chez Amundi, ça, un jour? Alors, 3 points de base, c'est déjà pas cher. Hein. Alors, oui, on va s'arrêter là. Ce qui est sûr, c'est que le marché est très compétitif. Là, tu parles d'un produit qui est sur le MSCI USA. Ce qui est sûr, c'est que si tes investisseurs sont très précis, on n'a en fait pas complètement cassé les prix parce il y a un produit concurrent qui est sur le S&P 500 à 3 points de base. Donc en fait, on n'a pas cassé les prix sur les actions américaines. On s'est aligné sur le prix du moins cher sur le S&P 500 en prenant d'autres indices. Voilà. Bon, ça, je trouve ça intéressant parce que donc c'est un produit qui est en réplication physique, en l'occurrence. Et pour le coup, effectivement, sur le MSCI USA, d'un point de vue compétition, on est vraiment moins cher que les autres. Donc, oui, il y a des forces de compétition. Ce n'est pas notre objectif de casser les prix, parce que c'est pas bon, honnêtement. Si on fait baisser les prix, de fait, on a quand même des coûts de revient. Donc nécessairement, d'un point de vue business, c'est un coût d'opportunité pour nous de baisser le prix de nos ETF. Là, en l'occurrence, on trouvait que d'un point de vue compétitif, il y avait quelque chose à faire. Donc, on s'est mis à 3 points de base sur le MSCI USA. On a parlé plusieurs fois des indices MSCI. Peut-être que c'est de ma faute, peut-être que c'est de la tienne, je ne sais pas. Mais il faut avoir en tête, nos clients professionnels, souvent, ils utilisent le MSCI World comme benchmark pour toute leur gestion. Tu vois, si tu t'intéresses aux pays développés, souvent, c'est le MSCI World qui dicte le là du marché, quelle est la performance, quelle est la pondération, etc. Bon, pour nos clients, alors c'est plus pour les professionnels, mais le MSCI USA, c'est essentiellement la garantie d'être très en ligne avec le MSCI World. C'est peut-être moins une considération pour des clients particuliers, mais donc de fait, on a vraiment apporté une vraie valeur avec le MSCI USA à 3 points de base, et en plus, effectivement, il n'est pas cher du tout. Donc, est-ce que le marché est compétitif? Oui. Est-ce qu'on a fait d'autres choses très compétitives? Oui. MSCI All Country... Non, c'est pas le MSCI, c'est un indice All Country World qui a 7 points de base. Avec 7 points de base, tu as plus de 3000 titres. Tu as tous les pays émergents, tous les pays développés. Là, pour le coup, on a été à mon avis, assez opportuniste et on a eu beaucoup de succès. On a plus d'1,5 milliard de collecte cette année sur cet indice-là, cet ETF-là. Est-ce qu'on ira à zéro? J'ai envie de te dire que non. Je n'ai pas de boule de cristal à 10-20 ans. Ça me semble pas raisonnable. Mais est-ce que je peux pas te dicter la stratégie produit à 20 ans d'Amundi ETF. Ça me semble pas raisonnable, mais je peux pas en dire plus. Un des marchés qui intéresse aussi beaucoup les épargnants français, c'est le PEA. On en a un peu parlé, du plan épargne en action. Est-ce que c'est un segment qui vous intéresse? Est-ce que vous comptez développer plus d'ETF sur ce segment-là? Alors, comme tu le sais sûrement, Amundi ETF, c'est le résultat de la fusion de l'Ixor ETF et d'Amundi ETF. On était 2 acteurs prédominants du marché en France. On est des acteurs français. Donc, de fait, on a une position dominante sur le marché français. Le PEA, c'est un peu un outil roi pour investir en actions pour des investisseurs français. Donc, de fait, on est fiers de notre gamme en PEA et on continuera à la maintenir et à la développer si besoin. J'ai pas de news produit à te donner aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, de fait, c'est très important pour nous. C'est un moyen, c'est le moyen roi pour investir en actions en France, quoi. Donc, de fait, on va continuer à la maintenir et à amener de nouveaux produits quand on a un besoin. Ça concerne beaucoup de gens qui, en fait, des fois, le prix de la part de l'ETF est trop important pour eux pour faire du DCA, de leur cost average, et acheter des parts, par exemple, tous les mois. Oui. Bonjour, pourquoi ne pas splitter vos ETF World CW8, donc qui cotent autour de 500 €, tout dépend de quand sortira cette vidéo, et le LQQ, donc c'est un ETF sur le Nasdaq, avec un leverage d'ailleurs, qui cote pour le premier autour de 500, le second autour de 1000, ce qui pourrait attirer plus d'investisseurs. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire, des splits? Alors on l'a en tête. On a pas mal de considérations parce qu'on a des clients partout en Europe, mais donc je ne peux pas rentrer dans les détails complets. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on regarde ETF par ETF ce qu'on peut faire. Et ce qui est sûr, c'est qu'un prix de 1000, c'est assez élevé. Donc on fera au mieux. Ce que vous aviez fait d'ailleurs pour l'ETF MSCI USA x2,
je crois. Vous l'avez bien splitté. Je crois qu'il était autour de 2 000 ou 3 000 euros. Aujourd'hui, il est plutôt autour de 10 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est des choses que vous regardez. Ouais. Notre but, il est simple. C'est d'avoir une gamme d'ETF qui soit efficace et donc, de fait, qui rende service à nos clients. Donc, dès que quelque chose a du sens, qu'on peut le faire et qu'on peut le mettre en œuvre, on est ravis de le faire. Très clair. Une autre question qui est peut-être un petit peu aussi difficile. Bonjour, va-t-on voir un jour des ETN crypto de chez Amundi? Il y avait aussi la même question, ETN or sur PEA. Je ne sais pas si un jour ça serait possible. Donc des cryptos en PEA. Alors sur PEA, bon, c'est déjà crypto tout court, c'est déjà très complexe. Sur PEA encore plus. Mais oui, voilà, la communauté voudrait des ETN crypto de chez Amundi, des ETP ou des ETC or sur PEA. Est-ce que ça, tu penses que un jour, c'est faisable? Alors, jusqu'à présent, on a parlé d'ETF dans l'essentiel de ce qu'on a couvert. Les ETN, et donc, si tu fais un peu de maths, tu fais ETN plus ETF égale ETP, Exchange Traded Product. En fait, c'est un conglomérat de produits qui sont finalement assez différents. Un ETF, c'est un fonds, et c'est un fonds droit UCITS, et c'est très important de le garder en tête. L'essentiel de notre développement produit se passe sur les ETF. On a des produits sur l'or, mais ce ne sont pas des ETF. Donc, pour nous, notre vrai sujet, c'est d'être un fournisseur d'ETF de premier plan, et c'est déjà le cas, et on va continuer à nous développer pour avoir une place dominante en Europe. C'est clairement notre ambition. Les cryptos, de fait, elles font beaucoup de bruit aux US. Il se fait que, quand tu regardes de près, la réglementation, et c'est pour ça que ton auditeur te parle d'ETN crypto, il y a un aspect réglementaire, il y a un aspect de diversification, il y a un aspect de complexité, il y a un aspect de tangibilité de l'actif, etc., qui font qu'on regarde cette activité. À ce stade, on n'est pas certain que la réglementation européenne soit tout à fait stable sur ce sujet-là. Il y a des sociétés qui sont vraiment spécialisées dans ça, TN Crypto en Europe, mais oui, ça doit être une expertise un peu différente. En tout cas, votre métier, c'est plus equity, fixed income et ETF, quoi. Comme tu me titilles, je vais quand même répondre à cette question. La compétition, on la connaît bien. Donc, l'ensemble des acteurs qui font des ETP ou des ETN en Europe, on les connaît par cœur. C'est notre métier. Ce qui est sûr, c'est que oui, l'essentiel de notre croissance, pour l'instant, c'est de couvrir l'ensemble des briques liquides d'un portefeuille dit, entre guillemets, classique, actions, obligations, par exemple. Et donc, de couvrir au maximum ce spectre-là. Les cryptos, encore une fois, je reviendrai à ma première réponse, c'est qu'on regarde. Ouais, ok. Voilà. Très clair. C'est la signature de ce podcast qui s'appelle Secret d'investisseur. Donc, chaque invité nous livre un petit peu son petit secret ou son meilleur conseil. D'abord, est-ce que tu veux nous dire comment, Vincent, toi, tu investis ton argent? Alors, c'est une excellente question. Donc, moi, je suis vous l'avez peut-être compris depuis à peu près 1 heure, je suis un professionnel de la finance. C'est mon métier de faire de la gestion d'actifs. Et donc, ma conviction, c'est que je suis déjà très fortement exposé à la finance juste par rapport à mon risque de carrière, si tu veux. Ouais. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que quand tu regardes qui tu es, ce que tu as envie d'investir, tes objectifs, tes ambitions, etc., moi, de fait, je travaille dans ce métier-là. Donc, je m'estime déjà assez exposé, en fait, à la finance de marché en tant que telle. Et c'est vrai, puisque quand tu gères des actifs, l'actif, il monte avec la croissance des marchés, etc. Donc ça, c'est le premier point qui fait que j'essaie de diversifier quand même par rapport à ça. Donc, j'ai ma résidence principale. Donc, j'habite au Royaume-Uni. Donc, voilà, j'ai une résidence principale. Donc, j'ai de l'immobilier, pour résumer. Et de fait, donc j'ai des investissements. On est tous différents par rapport à l'investissement, par rapport à l'horizon de temps. Donc, moi, je suis un investisseur de long terme, de très long terme. Et la clé pour moi, c'est la diversification. Donc, si j'applique tous ces bons préceptes, je me retrouve à la tête d'un portefeuille d'ETF, mais ce n'est pas moi qui le gère. Donc, j'ai délégué la gestion à une société externe qui me gère mon portefeuille financier. Ok, donc tu as un portefeuille financier, tu as de l'immobilier et tu essaies d'être assez bien diversifié. Exactement. Et j'imagine que tu as des ETF Amundi. Alors, c'est pas moi qui choisis. Encore une fois, j'ai délégué cette gestion et puis on a une réglementation qui est assez dure en fait quand tu bosses. Quand tu es professionnel de la finance, oui, tu peux pas. Exactement. Donc, je sais plus exactement ce que j'ai le droit de faire ou de pas faire, donc j'ai délégué. Quand tu connais pas un risque, quand tu maîtrises pas exactement ce que tu fais et que t'as pas le temps, moi je travaille beaucoup et j'adore mon travail d'ailleurs en l'occurrence. Quand t'as pas le temps de faire les choses bien,
eh ben, vaut mieux les déléguer, en fait, en tant que tel. Et le milieu des ETF s'est énormément démocratisé. Le milieu des professionnels qui utilisent les ETF dans la gestion, il s'est démocratisé également. Donc, voilà, il y a du choix et c'est également compétitif. Surtout au Royaume-Uni, je pense. En France, ça arrive, on essaie de démocratiser ça, mais ça peine encore un peu. Très clair. Et est-ce qu'à titre personnel, tu as un petit secret d'investisseur pour bien investir? Tu as parlé de diversification. Est-ce que tu as un autre conseil à donner peut-être à ceux qui débutent en bourse ou ailleurs? Alors, c'est une bonne question. À mon avis, c'est investir dans ce qu'on comprend. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu ne vas pas pouvoir maîtriser les risques. L'investissement, il y a des risques, il y a des opportunités, il y a des risques. Investir dans ce que tu comprends, ça, je pense, c'est fondamental. C'est pour ça que j'adore les ETF, c'est qu'en fait, une fois que tu as passé la complexité de l'acronyme, etc., on se rend compte que les choses sont quand même finalement assez simples. Dans les détails, c'est plus complexe, mais la simplicité, ça reste un atout de l'ETF. Donc, investir dans ce qu'on comprend. Le deuxième point, c'est diversifier. Voilà, tu l'as déjà abordé, et pour moi, il est fondamental. Diversifier, ça veut dire deux choses. Diversifier dans l'espace, en classe d'actifs, en segment d'actifs, en région, par titre, par secteur, par style, par thème, et devine, on a plein d'ETF pour faire ça. Donc mon point, c'est qu'il y a la diversification dans l'espace et la diversification dans le temps. Si tu as 100 € à investir, c'est pas forcément la peine de tout mettre aujourd'hui sur le rouge. Tu as peut-être envie de séquencer ton investissement. Donc on dit investissement échelonné typiquement. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Si tu as un salaire, de systématiquement investir, ça va lisser ton point d'entrée, ça va être fondamental pour ta performance à long terme. Et enfin, se focaliser sur l'essentiel. Qu'est-ce qui compte en fait? Moi, ce qui me plaît, je travaille beaucoup, j'aime bien apprendre. Donc le reste du temps que je le passe avec ma famille, je le passe, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos sur YouTube également. Et ce qui est sûr, c'est que j'estime que mon temps, il serait mal investi à gérer, à faire les rebalancements de portefeuille. Il faut que j'achète tel ETF, il faut que j'aille voir le prospectus, machin, etc. Donc moi, personnellement, c'est la raison pour laquelle je me focalise sur l'essentiel, c'est-à-dire ma famille, mon travail et mes amis. C'est ça pour moi l'essentiel. Et donc de fait, j'ai délégué la gestion financière à un professionnel. Très clair. Merci beaucoup Vincent. Mais je t'en prie, merci Mathieu pour m'avoir invité. Je profite de cette vidéo car si vous souhaitez apprendre à bien investir en bourse et à bien construire un portefeuille d'ETF passif et optimisé, vous pouvez accéder à ma formation offerte sur le sujet. C'est le premier lien en description.